Il est 13 h à Abidjan. Bonjour à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 14 mars. À la une, la lutte contre le terrorisme. La Côte d'Ivoire renforce son dispositif sécuritaire. Bientôt, le pays aura un centre régional de formation antiterroriste, fruit de la coopération militaire avec la France. Depuis la tribune de l'ONU, la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Mariatou Koné, évoque les avancées en matière de conditions de la femme en Côte d'Ivoire. Le point avec notre envoyé spécial dans quelques instants. Et puis dans ce 13 h, la mort de Stephen Hawking, cloué dans un fauteuil. L'auteur d'une brève histoire du temps est décédé ce mercredi à l'âge de 76 ans. Le grand public connaît l'homme surtout pour son immense talent de vulgarisateur scientifique. Et voilà pour les titres. Bienvenue à tous. La Côte d'Ivoire renforce son dispositif sécuritaire pour lutter efficacement contre le terrorisme. D'ailleurs, le pays va se doter bientôt d'un centre régional de formation antiterroriste. C'est le fruit de la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et la France. Le point avec Abou Sanogo. Le dimanche 13 mars 2016, la Côte d'Ivoire faisait face à la première attaque terroriste de son histoire. Pour prévenir les actes de terrorisme, le gouvernement prend des mesures urgentes destinées au renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, des services de renseignement et la surveillance aux frontières. Une stratégie de lutte contre le terrorisme est élaborée. Les différentes unités sont équipées de moyens plus adaptés. La formation des éléments issus de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de l'armée initiée par l'ambassade des États-Unis d'Amérique et qui vise à renforcer leurs capacités opérationnelles. Les États-Unis d'Amérique apportent également leur appui dans le domaine des techniques d'enquête et d'investigation contre le terrorisme. L'assistance américaine est portée sur une nouvelle doctrine d'emploi qu'on appelle la police de proximité. Cette doctrine d'emploi permet à la gendarmerie, à la police, de travailler de concert avec la population pour prévenir toutes sortes de menaces. La Côte d'Ivoire poursuit la formation de ces hommes. Les forces spéciales ivoiriennes et les forces spéciales françaises ont participé à un exercice militaire conjoint dans le traitement d'une prise d'otage par des terroristes. Cette manœuvre avait pour objectif d'apprécier l'interopérabilité des deux forces, ainsi que leur capacité à travailler ensemble dans la gestion d'un incident sécuritaire de grande envergure. Nous avons pu voir toutes les étapes, toutes les phases d'une telle opération. Et je crois que cela a été bien mené par nos hommes avec l'appui des forces françaises. Donc nous sommes satisfaits. Les techniques d'intervention sont assez proches. Et comme on a besoin de beaucoup de monde au moment où il y a des interventions, il faut qu'on puisse être interopérable. Donc c'est important qu'on développe des techniques propres. C'est pour ça qu'on est ensemble. Au regard de la menace terroriste, les forces ivoiriennes sont en veille pour parer à toute éventualité d'attaque. Et pour réduire cette menace, des actions sont menées par les autorités ivoiriennes. Le partage de renseignements entre les États, une stratégie de lutte contre le terrorisme et la préparation des forces qui s'entraînent régulièrement de façon individuelle ou combinée pour tester leur interopérabilité. Et c'est dans ce cadre qu'un centre régional antiterroriste ouvrira ses portes en Côte d'Ivoire, précisément à Jacquesville. C'est dans le cadre des accords de coopération avec la France. Il y a un besoin sur l'ensemble de la région de formation à la lutte antiterrorisme. C'est un besoin régional. Je suis immensément fier que ce soit un projet ivoiro-français et que ce soit la Côte d'Ivoire qui a été choisie pour ce centre. Ce centre va délivrer tout le cursus de formation de lutte antiterroriste, notamment le renseignement, l'intervention et l'enquête. Et il va abriter tous les théâtres d'opérations envisageables et sera bâti sur un site de 1200 hectares. Le caractère inédit du phénomène nécessite des savoir-faire spéciaux. Des moyens colossaux seront donc mis en œuvre. Les instructeurs seront fournis par la Côte d'Ivoire et la France. Ce centre permettra à nos pays, à nos États, d'avoir une expertise dans le domaine de la lutte contre le terrorisme en donnant la capacité d'anticiper, d'avoir des personnels formés en matière d'abord d'identification des réseaux terroristes, des organisations terroristes, de leur mode de fonctionnement
de leur mode opératoire, de leur mode de financement. Ce centre met en priorité les forces spéciales et toutes les unités spécialisées dans la lutte contre le terrorisme au niveau stratégique, opératif et tactique. L'ouverture est prévue pour septembre 2018. La première phase va consister à accueillir des cadres. Puis la seconde, les premières troupes d'intervention à qui seront dispensées les techniques spécifiques à la lutte antiterroriste. Et justement, bientôt un centre régional de formation antiterroriste qui fait suite à ce triste souvenir. Il y a 2 ans, Grand Bassam a été attaqué. Les Ivoiriens ont commémoré l'événement hier dans le recueillement, cérémonie qui traduit la compassion de la nation ivoirienne envers ses fils tombés sous les balles des terroristes. Alexis Ouedraogo. 2 ans après, Grand Bassam se souvient. Pour marquer la date anniversaire de l'attentat qu'a connu la ville balnéaire, marche silencieuse. 1 minute de silence devant la stèle érigée par la mairie pour dire la compassion du peuple ivoirien aux parents des victimes. Au nom du gouvernement, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a porté un message d'espoir. Il nous fallait venir ici, nous souvenir de nos martyrs, apporter notre compassion aux familles et à la ville. C'est le sens de cette cérémonie. La Côte d'Ivoire est un pays qui se bat pour qu'il y ait la paix ici en Côte d'Ivoire et dans la sous-région et dans le monde. Nous sommes un pays de paix et nous avons été très touchés par cet attentat. Les Ivoiriens ont été très marqués et ces 2 ans, on a voulu, sur instruction du président de la République, avec l'onction du Premier ministre chef du gouvernement, venir apporter la compassion, la solidarité du gouvernement à toutes les victimes, à tous les parents des victimes. Rappelons que les enquêtes diligentées après l'attentat ont permis d'appréhender et d'écrouer l'un des principaux commanditaires du drame de Grand Bassam. Même pas peur, c'est le slogan né après cette attaque. C'est le slogan du concert organisé par l'Association des hôteliers, restaurateurs et agents du tourisme de Grand Bassam. Et c'est en hommage aux victimes de l'attentat de Grand Bassam du 13 mars 2016. Cette année, ce concert, qui est à sa 2e édition, aura lieu les 30 et 31 mars prochains, nous dit Isayo Tion. L'Association des hôteliers, restaurateurs et agents du tourisme de Grand Bassam veut rendre hommage aux victimes de l'attentat du 13 mars. Un concert aura lieu les 30 et 31 mars pour vaincre la psychose chez la population et les inviter à fréquenter les plages de la ville historique de Grand Bassam, patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce concert, qui est à sa 2e édition, verra la participation de 20 artistes de renom. La sécurité reste donc aujourd'hui une priorité pour tous. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Conseil national de sécurité met l'accent sur l'amélioration des rapports forces de défense et de sécurité, population civile. Un atelier s'est tenu sur la question à Yamoussoukro. Il a été question aussi de faire des propositions pour une franche collaboration entre les populations civiles et les hommes en tenue. Reportage Soro Corona. Déficit de communication, manque de courtoisie, raquettes et tracasseries routières, méconnaissance des missions des FDS, non-respect de l'autorité, incivisme, autant de griefs que les forces de sécurité et les populations se rejettent. Pour dissiper toutes ces incompréhensions, les forces de sécurité et les populations civiles se sont retrouvées à Yamoussoukro. 4 jours durant, les hommes en tenue et les civils ont passé en revue toutes les questions qui fâchent. Tous ont convenu de travailler au rétablissement et à la consolidation du lien armée-nation, ainsi qu'à la confiance entre les 2 parties. Les résultats qui ont découlé de ces travaux et qui nous ont été présentés ici me semblent être très enrichissants et pleins d'enseignements. Ils permettront sans aucun doute de répondre efficacement aux problèmes sécuritaires. Cette initiative du Conseil national de sécurité à l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement. Le PNUD a réaffirmé son engagement à accompagner les efforts pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Ce dialogue permanent, et nous avons vu combien les propositions remarquables qui ont été faites, nous y sommes très sensibles et nous ferons en sorte de les restituer dans leur dimension de plaidoyer, de sensibilisation, de communication, aussi auprès des partenaires au développement,
parce qu'il faut donner les moyens de cette vision et de cette ambition à la Côte d'Ivoire pour anticiper et gérer au mieux les risques de conflit. Il a été aussi question de faire le bilan des comités civilo-militaires, bilan salué par les participants. Il a été recommandé au Conseil national de sécurité d'étendre les dialogues socio-sécuritaires à travers le reste du pays. Le calme est revenu à Bangolo après la journée chaude du lundi. La ville était sous tension. Il faut rappeler que c'est le corridor qui a été attaqué lundi. Bilan, un mort, le calme est revenu sur place et les activités ont repris. Nous y reviendrons à 20h avec notre correspondante Ève Boué. Les avancées en matière de conditions de la femme évoquées par la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Maria Toukone, a démontré la place importante qu'occupent les femmes dans la société ivoirienne. C'était à l'Assemblée générale de la 62e commission de la condition de la femme à l'ONU. Pour tous ceux qui aiment le shopping, c'est la période des soldes. Les prix de nombreux articles baissent en ce moment. La première édition des soldes et promos coïncide avec la 3e édition de la Semaine du consommateur qui a démarré hier. Cette année, beaucoup d'innovations avec ces soldes qui se feront en ligne via une plateforme digitale de socialisation des consommateurs. Lansine Bakayoko pour plus de détails. La lutte contre la vie chère, une volonté réaffirmée par le gouvernement à l'occasion de cette semaine du consommateur. Avec le nouveau code de la consommation qui réglemente le domaine et protège contre les pratiques commerciales abusives, le pouvoir est désormais entre les mains des consommateurs. Aujourd'hui, les consommateurs ont le pouvoir d'ester en justice lorsque, je dirais, leurs intérêts sont menacés. En termes d'avancées importantes, c'est qu'un certain nombre, je dirais, de dispositions sont prises pour garantir la qualité des produits qui sont mis sur le marché. Ce pouvoir d'assainissement et de régulation du marché, les organisations de consumérisme entendent bien l'exercer, mais en synergie avec toutes les parties. La lutte contre la vie chère, c'est un combat d'ensemble, État, opérateurs économiques, consommateurs, c'est un type groupé que nous devons faire ensemble pour pouvoir impacter les prix à la baisse. Cette 3e édition de la Semaine du consommateur coïncide avec la première période de solde annuel instituée par le gouvernement. Cette année, une innovation de taille, l'usage du numérique via un réseau social dédié aux consommateurs pour accéder au prix des produits en solde. Cette vulgarisation de la période de solde fait également la formation des consommateurs à travers les universités de la consommation avec les communications que nous animons. Plus de 500 enseignes sont en ce moment concernées par les opérations de solde. Les 500 premières qui ont déjà digitalisé leur catalogue de prix ont concédé 1,2 milliard de francs CFA aux consommateurs. Au niveau de l'agriculture, comment la recherche contribue à l'atteinte de la sécurité alimentaire? Dans ce dossier proposé par Jean-Luc Gbangbo, nous vous invitons à prendre connaissance des efforts des uns et des autres pour assurer la sécurité alimentaire donc des populations. Regardez. Depuis qu'il s'est lancé dans la production de bananes de contre-saison, Albert Kanga est convaincu de faire œuvre utile. En Côte d'Ivoire, on a une période où la banane sort beaucoup. Et à un certain temps de l'année, la banane disparaît. Et c'est ce que j'appelle la production contre-saison. Ça nous permet d'avoir la banane au moment où il n'y a pas de banane. C'est une manière aussi de contribuer à l'autosuffisance alimentaire. La bananeraie d'Albert Kanga s'étend sur une superficie de 15 hectares, dont 5 sont essentiellement dédiés à la production de bananes de contre-saison. Albert est devenu un spécialiste de la contre-saison en 2014 grâce au Centre national de recherche agronomique. Pour produire la contre-saison, ce n'est pas facile. La banane doit fleurir dans le mois de février où il n'y a pas d'eau. Or, un bananier qui n'a pas d'eau ne peut pas donner un bon régime. Mais Dieu merci, avec les nouvelles variétés du CNRA, ça nous a permis aujourd'hui d'avoir vraiment entre 25 et 30 tonnes à l'hectare. Albert est l'un des principaux fournisseurs des grandes surfaces et les marchés du vivrier en Côte d'Ivoire. En dehors de la banane, plusieurs autres spéculations vivrières ont fait l'objet de recherches scientifiques. Nous sommes à la station de recherche sur les cultures vivrières du CNRA à Bouaké. Ici, le Dr Dibi et son équipe achèvent leurs travaux sur de nouvelles variétés de patates douces. 3 variétés ont déjà été sélectionnées et sont vulgarisées en milieu paysan. Ces variétés ont fait l'objet d'études en station pendant de nombreuses années
En plus, elles ont été sélectionnées avec la collaboration de paysans dans différentes zones de la Côte d'Ivoire. La force de cette variété, c'est sa forte valeur nutritionnelle et son cycle de production assez court. L'accent chez nous ici est mis sur la sélection de variétés à chair orange, c'est-à-dire des variétés qui sont riches en provitamine A. En 3 mois, 4 mois, elles permettent d'avoir des rendements très élevés, 15, 20, 25 tonnes par hectare. Depuis 1998, ce sont près de 80 variétés améliorées de cultures vivrières qui ont été mises en place par le Centre national de recherche agronomique, entraînant pour certaines un boom de la production. Pour le manioc, sur un hectare, au lieu d'avoir 20 tonnes, quand on cultive une variété locale, une variété traditionnelle, aujourd'hui, si on cultive les variétés du Senra, on peut atteindre 30 à 40 tonnes. Proposer des technologies performantes, tolérantes aux maladies et riches en nutriments afin de relever le défi de la sécurité alimentaire. Mais aujourd'hui, la recherche se trouve confrontée à quelques obstacles. La recherche coûte très cher. Souvent, on ne compte même pas le financement et il faut s'occuper du chercheur lui-même. Il faut les infrastructures. La production annuelle des vivriers est estimée à 16 millions de tonnes et procure à l'économie ivoirienne un chiffre d'affaires de plus de 1500 milliards de francs CFA, représentant 12% du PIB. Ce secteur occupe environ 85% de la population agricole active et est en majorité constitué de femmes. Les cultures vivrières ont permis d'assurer l'autosuffisance alimentaire de la Côte d'Ivoire, à l'exception du riz, dont la demande est satisfaite à près de 30% par des exportations. Et depuis plus de 3 décennies, la Côte d'Ivoire reste le premier pays producteur de cacao avec plus de 40% de l'offre mondiale. Le pays projette aujourd'hui de créer une université de chocolat. C'est d'ailleurs ce qui a motivé le ministre de l'Agriculture à visiter une cité de chocolat en France. Noël Niagno fait un point de cette visite. Que ce soit la nature ou l'homme, tout est primordial pour avoir un bon chocolat et c'est hyper intéressant parce qu'en plus il y a une palette aromatique qui est hyper large. Au niveau gustatif c'est top, tout le monde aime le chocolat. S'il est vrai que tout le monde aime le chocolat, il est tout aussi vrai qu'il n'y a pas de bon chocolat sans du bon cacao. Les paysans ivoiriens, après la démonstration de leur capacité à produire du cacao, 40% de l'offre mondiale, doivent désormais produire du cacao de qualité pour coller à la maxime « pas de bon chocolat sans du bon cacao », d'où l'invite aux producteurs ivoiriens. Vous avez déjà fait la preuve que vous pouvez produire du cacao. Maintenant, nous allons vous donner l'opportunité de faire la preuve que le cacao que vous produisez a une valeur de plus que celui qui est produit ailleurs à travers le monde. Cerner tous les contours de la fabrication du bon chocolat pour mieux outiller les producteurs du bon cacao a nécessité le déplacement du ministre de l'Agriculture et du Développement rural à Athènes-l'Hermitage en France, dans la Drôme, à 2 heures de Paris, en TGV, train à grande vitesse. Visite de l'école, de la Cité du chocolat et de l'usine de fabrication du chocolat Valorona. On meuble ce voyage dans la Cité du chocolat avec à la clé une vision. Le projet de l'Académie du cacao embrasse tout cela. Et donc ce que nous avons vu ici dans le projet du cacao et du chocolat, c'est une partie du projet de l'Académie du cacao et du chocolat que nous souhaitons avec les grands chocolatiers de ce monde et tous les grands pays producteurs. Nous souhaitons créer cette Académie du cacao et du chocolat à Abidjan. Nous sommes très avancés, les études vont démarrer d'ici la mi-2018 et nous espérons qu'au bout de 2-3 ans, nous aurons des études autour desquelles nous allons faire le tour de table pour commencer la mise en œuvre de ce projet dans notre pays. D'ici à là, imprégnons-nous de l'essence de l'école de Valorona et de son implantation dans le monde. Valorona a créé sa première école ici à Athènes-l'Hermitage il y a près de 30 ans. Et fort du succès de l'école, a décidé d'ouvrir sa 2e école à Tokyo il y a 10 ans. Puis il nous a paru évident d'avoir une adresse parisienne. Donc en 2009, nous avons ouvert une autre école, une 3e école à Paris-Versailles. Et la dernière, pour avoir une adresse sur le continent américain, a ouvert en 2014 à Brooklyn.
C'est un centre de formation pour développer la culture du très bon chocolat dans les pâtisseries des pâtissiers du monde entier. Et ce qu'on fait au niveau de la Cité du chocolat, c'est de valoriser aussi cette matière première très noble qu'est le chocolat et le cacao auprès du grand public. Le nouveau challenge de la Côte d'Ivoire est ainsi décliné. Il reste à lui donner les moyens de sa réalisation. Et bonjour au bonheur du cacaoculteur, donc au leadership de la Côte d'Ivoire dans le cacao. Toujours dans le domaine de l'agriculture, on s'intéresse à la technologie LED. C'est une nouvelle technologie de production de légumes sous la lumière LED. La suite avec Jean-Luc Mango. La technologie LED est un modèle agricole novateur qui permet de faire plusieurs récoltes par an grâce à des recettes d'éclairage adaptées. En découle une hausse du rendement et le consommateur qui se voit proposer des légumes cultivés localement. On utilise précisément dans cette technologie les lumières LED. Voilà, ça permet donc de produire des laitues vraiment de très bonne qualité. Non seulement on a la possibilité d'augmenter le poids de ces laitues, leur aspect physique est augmenté et puis la quantité de vitamines qu'il y a dans ces laitues est augmentée et il n'y a aucun risque puisque l'engrais qui est utilisé, c'est l'engrais biologique. L'Agence nationale de développement rural a tissé un partenariat avec l'Université de Tamagawa au Japon en vue de s'approprier cette technologie et l'introduire en Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est d'abord d'assurer la sécurité alimentaire, mais surtout d'assurer la qualité alimentaire des produits que nous mettons à la disposition de nos populations. Et après, avec les partenaires commerciaux du marché, on verra si la demande est forte. Et il est bon que des jeunes agriculteurs ivoiriens, des promoteurs ivoiriens puissent s'intéresser à la chose. L'unité d'expérimentation a été mise en place à Bingerville. Un transfert de technologies dans le monde agricole dont se félicite le gouvernement ivoirien. Ce projet est vraiment, on pourrait dire, un des sommets de la qualité. Ça contribue à la stratégie globale d'amélioration non seulement de la productivité, mais de la qualité aussi de la production agricole en Côte d'Ivoire. Une unité de production d'une capacité de 3000 pieds de laitue par jour sera installée à Bingerville sous la supervision d'experts japonais. Elle sera dirigée par Eliane Nyan Kwadio, qui a été formé pendant une année à l'université de Tamagawa au Japon. C'était l'actualité il y a quelques mois, la grève des fonctionnaires et agents de l'État en novembre 2016 et janvier 2017. À l'origine, plusieurs revendications, dont le stock des arriérés. 7 mois après, où nous en sommes, suivez Grace Kando. 7 mois après la signature des protocoles d'accord entre gouvernement et syndicats, le ministre de la fonction publique fait le bilan de la mise en œuvre. Ces accords portent, entre autres, sur le stock des arriérés. Je puis vous assurer que les paiements sont effectifs. Cela dénote de la volonté du gouvernement de rester au service des populations par le respect des engagements. J'aimerais donc pouvoir compter sur nos partenaires sociaux pour le respect de leurs engagements en contrepartie. En ce qui concerne le stock des arriérés, sur 249 milliards, 34,9 milliards seront décaissés cette année et 120 000 fonctionnaires sont concernés. Pour rappel, le paiement du stock des arriérés fait partie des 6 points de revendication présentés lors de la grève des fonctionnaires et agents de l'État en novembre 2016 et en janvier 2017. Autre point de satisfaction, l'intégration des journaliers à la fonction publique et la bonification indiciaire catégorielle de 100 à 150 points. Toutes les mesures convenues avec les syndicats connaissent un début d'exécution. Et voilà, c'est un point fait par le ministre de la fonction publique Issa Coulibaly hier lors du lancement des concours administratifs. À retenir 379 concours prévus cette année pour 9 644 postes budgétaires. Comme innovation, le numérique introduit dans tout le processus pour lutter contre la fraude. On reste encore avec Grace Kando. Je profite de cette tribune pour clamer haut et fort que les réseaux et autres tuyaux au niveau des concours administratifs, c'est bien fini. Amener les Ivoiriens à sortir de la fraude pour s'inscrire dans la logique du mérite.
Message du ministre de la fonction publique lors du lancement des concours administratifs session 2018. Pour une meilleure organisation de ces concours, des réformes sont engagées. L'introduction du numérique dans tout le processus des concours, de l'inscription au traitement des résultats, est l'une des principales innovations qui, à la satisfaction de tous, permet de juguler les comportements répréhensibles qui sont de nature à ternir la notoriété du ministère de la fonction publique. Les inscriptions en ligne s'ouvrent ce mercredi 14 mars pour s'achever le 14 mai prochain sur le site www.fonctionpublique.gouv.ci. Les compositions auront lieu du 8 au 30 septembre dans 11 villes. Il est prévu l'organisation de 379 concours pour 9 644 postes budgétaires. Les résultats seront connus le 30 novembre prochain. Concernant l'éducation, une nouvelle organisation vient de voir le jour. Il s'agit de l'Union des fondateurs de l'enseignement privé de Côte d'Ivoire. L'Union veut redynamiser le secteur de l'enseignement privé. Elle veut faire aussi la promotion d'un enseignement de qualité pour les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Davis Oyo et Abou Sanogo. École boutique, manque d'équipements adaptés aux filières et mauvaise gestion des établissements privés. Autant de difficultés auxquelles compte fait face la nouvelle organisation du monde de l'enseignement privé, l'Union des fondateurs de l'enseignement privé de Côte d'Ivoire. L'idée, accompagner le gouvernement dans l'amélioration de la prise en charge éducative des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. L'Union des fondateurs de l'enseignement privé de Côte d'Ivoire, UFEPSI, a vocation la promotion des établissements privés, du préscolaire et scolaire, du secondaire général technique et professionnel et enfin du supérieur. Notre démarche milite en faveur d'une nouvelle approche de la gestion de nos établissements. Celle-ci est caractérisée par des actions à mener autour de la gestion administrative, la gestion pédagogique et la gestion financière. Cette jeune union créée en janvier 2018 envisage également de mettre en place un fonds de garantie. Ce fonds permettra de faciliter le paiement des agents et l'équipement des établissements du secteur privé. Et puis, troisième titre et dernier élément de ce 13h, la mort du célèbre astrophysicien Stephen Hawking. Il est décédé ce mercredi à 76 ans. Il était devenu l'un des scientifiques les plus connus et les plus admirés de sa génération. Le récit d'Alexis Ouedraogo. La maladie l'avait progressivement privé de mobilité et confiné dans un fauteuil roulant complètement paralysé et incapable de parler, sauf à travers un synthétiseur vocal. Malgré son handicap, le scientifique a multiplié les supports pour partager ses découvertes sur les secrets de l'univers, notamment les trous noirs. Il a écrit plusieurs articles scientifiques, mais aussi un best-seller international, Une brève histoire du temps. Cet ouvrage, publié en 1988, a été vendu à plus de 10 millions d'exemplaires et traduit en 35 langues. Il aborde la création de l'univers, son développement, ainsi que les lois qui le régissent. Stephen Hawking avait une brillante carrière à l'université de Cambridge, où il fut notamment titulaire de la chaire de professeur lucasien, un poste de mathématicien occupé en son temps par Isaac Newton, le père de la théorie de la gravité universelle. Ces dernières années, il avait continué son travail de diffusion de la recherche scientifique auprès d'un plus grand nombre en se montrant actif sur les réseaux sociaux. L'une des plus grandes citations de Stephen Hawking, « Les plus grandes réussites de l'humanité sont venues en discutant, les plus grands échecs en ne se parlant pas. » Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Jean-Jacques Kwame Allah et Hervé Blé. Merci de votre fidélité. On se retrouve à 20h.